Vuitton est la première marque de luxe au monde, évaluée à plus de 30 milliards d'euros. Son histoire remonte au 19e siècle et commence avec un adolescent sans abri dont la quête du succès est insatiable. Louis Vuitton commença par travailler pour de multiples artisans afin de survivre, gagnant très peu d'argent mais de précieuses compétences qui ont mené à l'innovation dans les bagages modernes et à la création d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Au 19e siècle, Louis Vuitton est né et a grandi dans le Jura. Il est le fils d'un agriculteur et d'une modiste. À cette époque, la France se remettait tout juste des guerres napoléoniennes et de nombreux agriculteurs dont les Vuitton faisaient faillite. Dès son plus jeune âge, Louis n'avait d'autre choix que de travailler sur la ferme familiale. Ainsi, de l'aube au crépuscule, il plantait et récoltait les cultures, élevait les animaux et stockait du bois de chauffage. Lorsque Louis atteint l'âge de 10 ans, la vie devint encore plus difficile, car peu de temps après le décès de sa mère, son père se remaria. La belle-mère de Louis était tellement méchante qu'il en eut assez de vivre cette vie misérable. À l'âge de 13 ans, Louis quitta discrètement la ferme et se dirigea vers Paris, sans argent ni nourriture. Heureusement, Louis trouva des petits boulots chez les artisans qui lui apprirent à travailler le pierre, le métal, les tissus et le bois. Sa situation financière ne changeant guère, il devint sans abri et dormait souvent dans les bois avec seulement un manteau pour lui tenir chaud. À cette époque, la première ligne de chemin de fer à Paris venait juste d'ouvrir. Les voyages devenant de plus en plus accessibles et l'industrie commençait à prospérer. Les artistes ont alors profité de cela en fabriquant des coffres sur mesure pour les aristocrates. Ces derniers voyageaient souvent avec des tableaux, des instruments, des meubles et avaient besoin de coffres qui puissent s'adapter et résister à de longs voyages. Ils avaient également besoin d'aide pour emballer leurs biens de manière à les protéger contre la casse. Puisque Louis acquit certaines de ses compétences nécessaires en chemin vers Paris, et il décida d'essayer de trouver du travail dans ce domaine. C'est comme cela qu'un artisan nommé Monsieur Maréchal l'embaucha comme apprenti. Bien que gagnant peu d'argent, la volonté d'apprendre de Louis se révéla payante à plus d'un titre. Il devint le favori des clients de son patron. Plus tard, l'impératrice de France le nomma fabricant de ses coffres personnels. Après avoir travaillé pour l'impératrice pendant 1 an, Louis devint plus demandé et ouvrit sa propre boutique. Dès ses débuts, Louis proposa de nouvelles idées pour faire avancer l'industrie. À l'époque, les coffres traditionnels étaient en cuir et de forme rectangulaire. Les couvercles étaient en forme de dôme pour permettre à l'eau de s'écouler plutôt que de s'infiltrer. Cela rendait les coffres impossibles à empiler et leur changement prenait du temps. Pour résoudre ces problèmes, Louis expérimenta de nouveaux matériaux pour finalement choisir la toile. Et je profite de cette innovation folle pour t'inviter à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comparé au cuir, la toile était plus légère, durable et plus résistante à l'eau. Cela permettait aux coffres d'avoir des couvercles plats, facilitant de fait leur empilement et leur chargement. C'est ainsi que les coffres à lattes sont nés. Ce nouveau produit marque la naissance des bagages modernes. Et bien qu'ils fassent face à de nombreux sceptiques, ils s'imposèrent en 2 ans, devenant ainsi des accessoires élégants et indispensables. Par la suite, Louis se lança dans des sacs à main très mal accueillis par la société. De nombreuses personnes se plaignaient qu'ils étaient inélégants, encombrants et pouvaient même blesser les femmes. Pourtant, Louis, croyant à leur énorme potentiel, commença à les fabriquer en toile. Ils rencontrèrent immédiatement un succès et créèrent une demande pour plus de style afin que les femmes puissent les assortir avec différentes tenues. Louis, ne pouvant plus faire face à l'afflux de demandes, demanda l'aide de son fils, Georges. Comme son père, Georges proposa de nouvelles idées qui changèrent l'industrie en profondeur. Il créa notamment un cadenas à goupilles qui permettait de transformer les coffres en coffres-forts et prévenait des vols dans les transports en commun, beaucoup trop communs à l'époque. Jusqu'alors, la plupart des coffres avaient des serrures facilement crochetables. Leurs produits devinrent encore plus désirables, mais peu après, la production s'arrêta. Une guerre éclata et détruisit l'entreprise, rendant Louis sans abri pour la 2e fois. À l'apogée des affaires de Louis, la guerre franco-prussienne éclata. Louis et sa famille furent forcés de quitter leur maison et leur atelier à Asnières pour se rendre dans la ville. Là, ils vécurent dans un abri exigu avec des milliers d'autres réfugiés. La nourriture devint si rare que les Vuitton faillirent mourir de faim. Quand la guerre prit fin, Louis retourna chez lui et fut dévasté de découvrir que ses matériaux avaient été volés et son atelier détruit. Utilisant le reste de ses économies, Louis décida de reconstruire son atelier et de trouver un nouvel emplacement pour sa boutique. Les prix de l'immobilier ayant tellement chuté, il acheta une boutique dans un quartier chic pour une bouchée de pain. Quelques mois après la réouverture, les affaires étaient de nouveau prospères et les commandes affluaient du monde entier. Louis, ressentant toujours le besoin d'essayer de nouvelles idées, il créa une ligne de coffres recouvert d'un motif à rayures. Le nouveau design connut immédiatement un succès, offrant aux clients un moyen de se démarquer des autres. Il rendait également plus difficile les contrefaçons. À la suite d'un nombre croissant de demandes internationales, Louis ouvrit une boutique à Londres. L'expansion conduisit à une diversification de sa clientèle, qui comprenait majoritairement des aristocrates et des explorateurs. Louis était désormais connu comme le seul homme dont les produits pouvaient être trouvés, aussi bien dans les demeures de l'élite que dans les forêts tropicales. C'est à cette époque que Louis décida de publier son premier catalogue pour faciliter les commandes. Cela propulsera l'entreprise vers de nouveaux sommets. C'était sans compter sur une tragédie inattendue, le décès soudain de Louis à l'âge de 72 ans. Georges prit les rênes de la structure et se rendit aux États-Unis pour développer l'entreprise. Il fit la rencontre de John Wanamaker, l'inventeur des étiquettes de prix et des grands magasins. Après avoir rencontré Georges, il commença à vendre Louis
Louis Vuitton dans son grand magasin new-yorkais. En parallèle, Georges créa le monogramme en mémoire de son père. Un motif floral avec un L et un V entrelacés. Et ce nouveau design connut un succès après quelques temps. Dès lors, Georges et son fils Gaston continuèrent à suivre les traces de Louis en créant continuellement de nouveaux designs. Parmi les créations notables de la maison, nous comptons un sac pour son usage quotidien, qu'est le Keepall, le Speedy, un sac pour transporter du vin et du champagne, le Noé et l'iconique de Coco Chanel, l'Alma. À cette époque, Georges fait le tour des États-Unis pour créer un réseau de distribution. Comme son père, il était voué à amener l'entreprise à de nouveaux sommets. Mais malheureusement, l'histoire se répétant, il décède, laissant Gaston achever seul les plans de Louis. C'était sans compter sur la Seconde Guerre mondiale et l'annulation de différents contrats. Gaston n'eut d'autre choix que de fermer l'usine et les magasins Louis Vuitton. Dans Louis Vuitton, A French Saga, l'auteur affirme que Gaston, étant désespéré de survivre, collabora avec le parti au pouvoir en Allemagne. Gaston aurait donné le feu vert pour produire des bustes commémoratifs et a notamment ouvert un magasin à Vichy. L'auteur affirme également qu'à la différence de magasins comme Van Cleef & Arpels qui demeuraient fermés, Louis Vuitton était le seul à pouvoir réouvrir. Après la guerre, Gaston confia à ses fils, Henri, Jacques et Claude, la tâche de reconstruire l'entreprise. Après le décès de Gaston, les affaires stagnèrent et les trois fils étaient divisés sur la manière de diriger l'entreprise. Ils demandèrent donc à leur beau-frère, Henri Racamier, de prendre le relais. À ce moment-là, Henri avait fondé et vendu une entreprise de négoce d'acier pour un profit important. Il avait un sens inné des affaires et orienta Louis Vuitton vers le commerce de détail tout en se développant au marché asiatique. En 6 ans, les ventes de Louis Vuitton passèrent de 20 millions de dollars à plus de 260 millions de dollars. C'est à ce moment-là qu'Henri introduisit Louis Vuitton en bourse. Avec cet afflux d'argent, Henri continua d'ouvrir des magasins partout dans le monde. Et en quelques années seulement, Louis Vuitton atteignit plus d'1 milliard de dollars de ventes pour fusionner avec Moet Hennessy, un producteur de champagne et de cognac, afin de former un conglomérat de biens de luxe, plus connu sous le nom d'LVMH. L'objectif des deux entreprises était de prévenir la menace d'une prise de contrôle extérieur. Bien que la fusion ait permis à Louis Vuitton d'élargir ses investissements, Henri se retrouva embrouillé dans des disputes de gestion avec le président de Moet Hennessy, Alain Chevalier. Espérant gagner le contrôle, Henri demanda au propriétaire de Christian Dior, nommé Bernard Arnault, de devenir son allié. Peu de temps après, Henri réalisa que Bernard avait ses propres ambitions. Bernard acheta secrètement une participation majoritaire dans LVMH pour lui-même et obtint le soutien des familles Moet Hennessy. Par la suite, une bataille judiciaire entre Henri et Bernard eut lieu. Les tribunaux favorisèrent Bernard et forcèrent Henri à démissionner. Dès lors, Louis Vuitton resta à la traîne par rapport aux autres marques de luxe. Elle était considérée comme une petite entreprise et les ventes plongèrent. Ce n'est que lorsque Louis Vuitton suivit les traces de Louis sous la direction d'Yves Carcel et en proposant une nouvelle idée audacieuse que les choses changèrent. L'entreprise invita des designers tels que Vivienne Westwood et Isaac Mizrahi à créer des sacs à main utilisant son monogramme pour son 100e anniversaire. À l'époque, de telles collaborations étaient parfaitement inédites et les sacs à main n'étaient pas perçus comme des articles de luxe. Néanmoins, la collaboration fut bien accueillie et remit à la fois Louis Vuitton et ses sacs à main sur la carte du monde du luxe. Un an plus tard, Louis Vuitton embaucha un designer nommé Marc Jacobs pour être leur directeur créatif. Marc revitalisa la marque en lançant sa première ligne de prêt-à-porter, en concevant sa collection populaire vernie et en collaborant avec des articles de renom, à commencer par Takashi Murakami, Pharrell Williams ou encore Jeff Koons. Bernard Arnault a une vision claire pour LVMH et veut en faire le plus grand groupe de luxe au monde. Sa stratégie consiste à racheter des marques mythiques et de les faire grossir. Aujourd'hui, il possède plus de 70 marques dans des secteurs extrêmement variés et ces marques, vous les connaissez tous. On peut notamment citer Givenchy, Berluti ou encore Guerlain. Il y a également Marc Jacobs, Fendi, des maisons d'horlogerie comme Tag Heuer, Hublot ou encore Bulgari. Depuis les achats ratés de Gucci en 2001 face à François Pinault et Hermès en 2017, les rumeurs disent que Bernard Arnault souhaiterait acquérir le groupe Richemont. L'horlogerie est aujourd'hui un des secteurs clés pour LVMH. En 2020, il réalisera une des plus belles opérations du groupe en rachetant Tiffany pour 14,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, le groupe LVMH est hyper diversifié à travers des marques de vin, de spiritueux, de montres, de joaillerie, d'hôtels et surtout de mode et de maroquinerie. Cette dernière représente donc 48% des ventes du groupe à l'heure actuelle. LVMH a également pris le pari de se lancer dans le digital, en créant une ligne de vêtements en collaboration avec League of Legends, un jeu vidéo particulièrement connu, ou encore en lançant ses propres collections NFT ou bijoux apparentés. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de l'un des fils de Bernard Arnault qui est Alexandre. Si tu souhaites en savoir davantage au sujet de ces actifs digitaux, je t'invite à te rendre dans la description où j'ai mis plusieurs liens qui pourraient t'intéresser. Aujourd'hui, Louis Vuitton est classé comme la marque de luxe numéro 1 dans le monde et la valorisation totale du groupe LVMH a dépassé les 385 milliards de dollars. Voici donc l'histoire d'un adolescent sans abri qui est devenu le pionnier de la bagagerie moderne et a fondé les bases d'un empire qui vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliards. Et pour plus d'histoires inspirantes, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.